OK. Et donc, ce soir, nous allons parler de la collecte des données avec comme sous-titre comment collecter des données qui sont fiables et pertinentes pour l'analyse statistique des données. Voilà, je crois que l'enjeu est dit dans ce titre. Il faut qu'on puisse avoir des données qui soient fiables. Il faut qu'on puisse avoir des données dont l'analyse va rendre un résultat pertinent. Et comme je l'ai déjà dit, mon nom c'est Guy Wafeu, je suis médecin et j'ai un master en santé publique aussi. Et je suis également coordonnateur du groupe BMR pour Building Medical Research in Africa. Voilà, le but de cette présentation, c'est de vous amener, vous qui me suivez, à comprendre les enjeux, les principes et les techniques qu'on utilise pour la collecte des données fiables et pertinentes. C'est que à la fin, quand on aura terminé, quand on sera dit bye-bye, comme on dit d'habitude dans cette présentation, que vous ayez une meilleure maîtrise de pourquoi, quels sont les enjeux d'avoir des données fiables et pertinentes. Des principes, qu'est-ce que ça veut même dire concrètement? Avoir des données fiables et pertinentes. Et enfin, comment on fait? Quelles sont les techniques, quels sont les tips, comme quelqu'un a dit au début, les astuces pour arriver à atteindre cet objectif? Et in fine, c'est qu'on puisse avoir des données de meilleure qualité, des résultats de meilleure qualité et une recherche qui est de meilleure qualité globalement, surtout dans notre contexte africain, j'entends. Voilà, au fait, c'est quoi les données? Quand on parle des données, ça veut dire quoi? Ce sont des informations qui sont collectées dans le cadre d'un travail de recherche. Donc, c'est ça que vous voyez là, collectées dans le cadre d'un travail de recherche, mais ce sont des informations bien précises. Premier élément, ces informations portent sur les sujets ou les individus faisant l'objet de l'étude. Voilà, quel que soit le type d'étude qu'on fait, ça peut être une étude sur les animaux, comme pour ceux qui font la médecine vétérinaire, ou sur des échantillons de laboratoire, pour ceux qui font microbiologie, par exemple, ou sur des individus, etc. Toujours est-il que dans une recherche, on a une population qu'on étudie et des informations qu'on va collecter au sujet des individus qui constituent cette population. Et ces informations se rapportent à des éléments bien précis sur les caractéristiques des individus ou sur d'autres détails qui sont liés à ces individus. Par exemple, on peut avoir des données sur, on va dire parfois, données socio-démographiques. C'est qu'on est en train d'écrire des caractéristiques sociales et démographiques. On peut avoir des données cliniques. On est en train d'écrire des éléments qui font plutôt trait avec la clinique, etc. Donc, ce sont des éléments qui se rapportent à ces individus, mais plus important encore, qui vont permettre de répondre à la question de recherche, qui vont permettre qu'après avoir fait une sorte de traitement, de manipulation, de transformation, comme on va en parler dans la suite, qu'à la fin, on ait répondu à la question de recherche. Je reprends tout ce processus pour qu'on puisse bien situer les données dans leur contexte. Qu'on puisse bien se dire, lorsqu'on parle des données, ce n'est pas juste un fait anodin. C'est pas juste, voilà, bon, on remplit des fiches, comme la plupart des étudiants ont l'habitude de me dire, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Parce que la réponse ou les réponses aux questions de recherche dépendent de ces données, de ces informations, lesquelles informations sont rattachées aux individus que nous sommes en train d'examiner ou d'inclure dans notre travail de recherche. Voilà. La place des données, donc, il y a un processus qu'on va voir qui est un peu comme le processus de la recherche. Ça va nous permettre de remettre au centre la place des données dans ce que nous sommes en train de faire. Les données étant entendues comme ce que je viens d'expliquer précédemment. Donc, dans notre processus qui est celui de la recherche, on a d'un côté ici le input, donc comme ce qu'on peut appeler des entrées, qui sont des données. Là, on a une petite image d'une capture d'écran d'une base de données, par exemple. Ici, on a peut-être le lieu de l'enquête, le sexe, la tranche d'âge, ainsi de suite. Souvent, c'est sous ce format. Sachant que chaque ligne représente un individu, représente les informations qu'on a obtenues à partir d'un individu.
Ça peut être une personne, comme j'ai dit, un animal, un échantillon, etc. Donc, c'est ça le côté qu'on va appeler les données. Le processus qui va se passer de ces données, c'est ce qu'on va appeler l'analyse, ou une sorte de traitement, qui va souvent se faire par un ordinateur, mais certainement sous direction ou instruction d'un cerveau humain. Et d'ailleurs, la majeure partie de l'analyse se fait dans le cerveau. C'est le cerveau qui réfléchit à qu'est-ce que je fais de ces informations que j'ai collectées. Donc ça, c'est le processus dans lequel on va faire passer les données qu'on a collectées dans le cadre d'un travail de recherche, bien sûr. Et à la fin, ce qui va ressortir, ce sont des résultats. Ce sont des décisions qu'on va prendre. Là, on a l'exemple de l'image d'une recommandation sur la prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Par exemple, donc, ça, par exemple, ce qu'il faut voir derrière, c'est que la fiche que je vais remplir, l'échantillon que je vais prélever au laboratoire, la personne que je vais interroger devant moi, je suis en train de rassembler des éléments qui vont passer par un processus pour aider à prendre une décision. Aussi petite soit l'étude que vous êtes en train de faire, j'allais dire aussi négligeable à votre avis, soit le travail que vous êtes en train de faire, je peux vous garantir que dans certaines situations, c'est uniquement sur ça que la décision sera prise. Et vous voyez un document comme celui-ci, par exemple, recommandation sur la prise en charge de l'hypertension, des millions de personnes sont soignées sur la base de ce qui est écrit dans ce papier ou dans ce document-ci là. Et ces millions de personnes s'appuient en fait sur le output de cette analyse qui dépend exactement de tout le input qu'il y a eu ici. Et c'est finalement ça le résumé de la recherche. Lorsqu'on va parler de recherche en général, il y a des données qu'on collecte, on les fait passer dans un processus et on ressort avec un outcome. Et ceci va nous amener à comprendre donc que les données dont nous parlons, qui sont ici, représentent l'élément fondamental et crucial de la recherche. À tel point que si je supprime ceci, tout le reste disparaît, rien n'existe plus après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse sans données. Il n'y a pas de décision ou de résultat sans données à la base et analyse par la suite. Je peux encore supprimer analyse, les données vont rester, on pourra les gérer après, se débrouiller avec, mais s'il n'y a pas les données, les amis, il n'y a pas de recherche. Donc, il faut comprendre que c'est important à ce point. En réalité, c'est ça tout l'enjeu de la recherche qui est faite. Quand les bailleurs de fonds vont dépenser des dizaines, des centaines de millions, c'est seulement pour avoir ces données-là. Souvent, quand vous allez regarder dans un budget d'une étude, la partie collecte des données et toute la logistique qui va avec va prendre minimum 90% du budget. Peut-être 5% dans l'analyse, 3% dans la publication. Encore que même, il y a peut-être 15% pour les overheads, comme on appelle souvent. Je veux vraiment qu'on puisse réaliser que tout le système de la recherche qui existe est basé sur les données qui sont collectées. C'est pour ça que les gens se battent. C'est ça qui coûte cher. Ce sont ces données qui coûtent cher. Ce n'est pas l'analyse ou tout le output qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est justement à ce niveau que repose tout l'enjeu ou tout le résultat de la recherche qui va être fait derrière. Parce qu'il y a ce processus au travers duquel on passe. Il y a cette citation ou cette image que j'aime bien, que vous connaissez certainement, qui dit « garbage in, garbage out ». Si vous avez des données de mauvaise qualité dans ce processus-ci, si le input est mauvais, il n'y a rien qui va transformer ça en bon. Rien du tout. Si le input est bon, le output peut encore être mauvais. Mais là, on peut corriger, on peut refaire. Mais si le input est déjà mauvais, on est sûr qu'on n'a rien de bon derrière. C'est ça la citation, c'est ça vraiment l'image qu'il faut avoir derrière concernant la place des données lorsqu'on parle de la recherche. Maintenant, c'est quoi des données de qualité? Il y a 6 critères en général qu'on va utiliser pour définir, pour dire les informations qu'on a collectées, qu'on est en train de me renvoyer ici, soit sous forme de fiches remplies, soit sous forme d'un tableau Excel, soit sous forme d'un cahier de paillasse qu'on a rempli, ou etc. Ces informations regroupées. Pour dire que c'est de bonne qualité, il y a ces critères que ça doit remplir. Premier critère, c'est appelé la
validité. C'est ça qu'on a là, la validité. Une donnée est dite valide si elle mesure ce qu'elle est censée mesurer. Et ça, je crois, c'est la base. C'est le fondement. Si je dis telle personne ou tel participant que j'ai inclus est hypertendu, donc par rapport à l'information hypertension, la réponse pour ce participant, c'est oui. Ça, c'est une information. Maintenant, est-ce que cette information mesure réellement le statut hypertendu de cette personne? Ça peut avoir l'air banal, mais justement, il faut pouvoir se rassurer que l'information renvoie effectivement ce qu'elle est supposée renvoyer. J'ai vu des études où quelqu'un a dit, ben, je veux évaluer la prévalence du paludisme, par exemple. Je veux évaluer la prévalence du paludisme et qui a défini ces cas de paludisme par rapport à la fièvre. Donc, pour lui, dans son étude, si quelqu'un a la fièvre, c'est le paludisme. Par exemple, la personne aura beau remplir 10 000 fiches, ces données sont de mauvaise qualité parce qu'elles ne mesurent pas ce qu'elles sont supposées mesurer, parce qu'elles ne sont pas fiables. Un autre exemple, si je veux savoir si quelqu'un est stressé, comme je vois souvent sur certaines questions, on pose la question à quelqu'un, est-ce que vous êtes stressé, oui ou non? Il est peu probable que cette information mesure ce qu'elle est supposée mesurer, parce qu'à la question vous êtes stressé, oui ou non, la personne risque de répondre d'après sa dernière expérience. Si la personne est en train de préparer un examen ou a perdu quelqu'un dans sa famille, la réponse risque d'être oui. Là, je suis stressé. Et on risque de considérer quelqu'un qui a un antécédent de stress alors que ce n'est pas exactement ça que l'information mesure. Et on peut prendre de nombreux exemples comme ça, mais il faut pouvoir déjà se mettre dans la peau de se dire, les données sont tellement importantes que je dois me rassurer que l'information que je collecte mesure effectivement ce que c'est supposé mesurer. On va voir dans la suite comment est-ce qu'on se rassure, mais je veux d'abord que vous compreniez ce qu'on met dans le concept de données de bonne qualité. Deuxième critère, c'est la fiabilité. La fiabilité suppose que les données qu'on a collectées ont été prises selon une méthode qui est normalisée. C'est-à-dire que la façon dont on a obtenu cette information est reconnue, est normalisée, est valide et est même reproductible. C'est-à-dire que si on refait, on va avoir le même résultat. C'est pour ça qu'on va dire que c'est fiable. Vraiment, c'est reliable, comme on dit en anglais. On peut s'appuyer sur cela. Mais on ne peut s'appuyer dessus que parce que la méthode qu'on aura utilisée aura été une bonne méthode. Par exemple, si je veux connaître si quelqu'un est hypertendu et je décide de me baser uniquement sur la question, est-ce qu'on vous a dit que vous êtes hypertendu à l'hôpital ou pas? Ça risque pas d'être fiable parce que ma méthode n'est pas correcte. Ou alors, j'utilise un tensiomètre qui n'est pas validé sur le marché. Je suis en train d'utiliser une méthode, mais le résultat que ça va me rendre, je ne suis pas très sûr parce que ce n'est pas vraiment fiable. La méthode que j'emploie n'est pas vraiment correcte. Et souvent, on va faire face à ça, parfois dans les questionnaires standardisés. Quelqu'un qui dit, par exemple, OK, je veux évaluer la qualité de vie des participants. On dit, d'accord, il faut évaluer. Maintenant, est-ce que la méthode que la personne utilise pour évaluer cette qualité de vie est une méthode qui est fiable? Une méthode qui est reproductible, qui va vraiment être quelque chose qui est validé, qui est adopté et qui a été prouvé comme étant reproductible. Le troisième critère pour dire que les données sont de bonne qualité, c'est la précision. Donc, vous voyez que la partie fiabilité va surtout dans la méthode de collecte. La validité, c'est la donnée elle-même. La précision aussi revient sur la donnée elle-même pour nous dire est-ce que les données sont suffisamment détaillées? Quel est le niveau de précision, le niveau de détail que j'apporte dans cette donnée que j'ai devant moi? Je peux avoir quelque chose qui est valide, donc qui mesure vraiment ce que ça doit mesurer, qui a été obtenu par une méthode qui est normalisée, une méthode qui est vraiment approuvée pour faire ce que c'est supposé faire. Mais si je manque de détails dans l'information que je renvoie, je perds en termes de qualité. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je veux donner l'indice de masse corporelle, qu'on appelle couramment l'IMC,
Il y a plusieurs options. Je peux choisir de rendre l'IMC en termes de catégories, du genre normal, surpoids, obèse et obésité morbide, par exemple. J'aurais rendu l'information. Mais sauf que je vais manquer les détails parce qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire avec ces données, alors on a perdu en termes de qualité. Ou alors, si je dis, OK, je vais faire un peu mieux, je donne les valeurs plutôt en termes de nombres entiers, du genre 25, 28, 32, ainsi de suite, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas assez parce qu'il y a certains niveaux de détails que je n'aurai pas là-dessus. Et à la fin, si j'ai vraiment deux valeurs décimales, là, je suis vraiment plus précis dans l'information que je renvoie. Et ça, je retrouve souvent ça assez régulièrement sur les questionnaires, surtout quand on a tendance à regrouper les variables quantitatives en catégories ou alors à résumer et rendre seulement le résultat de l'information qu'on a obtenue à la fin. J'ai discuté par exemple récemment avec un résident qui fait un mémoire de fin de spécialisation, qui travaille en ORL et qui évaluait par exemple le niveau de fluidité des patients. Il y a une batterie d'examens complémentaires qu'il a fait pour savoir si la personne, le niveau de fluidité, mais son résultat à la fin, c'était simplement niveau de fluidité bon, moyen, mauvais. Je dis que mais non, ce n'est pas possible. Ça, c'est un résultat qui manque de précision. Tes données ne seront pas de bonne qualité. Là, j'étais sur son questionnaire. Je dis non, tes données ne sont pas de bonne qualité parce que tu vas manquer la précision. Autant nous donner tous les détails de toutes les variables que tu as collectées. Là, on gagne en précision, en détail, et on a des données qui sont de meilleure qualité. Ces trois éléments qu'on vient de voir sont peut-être les plus fondamentaux et ceux qu'on peut quasiment dans toutes les études se battre à respecter vraiment parce que c'est crucial. Maintenant, les autres sont un peu moins déterminants, je dirais, surtout moins applicables à tous les niveaux de recherche. L'intégrité définit aussi la qualité des données. Ça représente des données qui sont protégées de toute manipulation délibérée. Ça veut dire c'est mis dans un format, dans un espace tel que on ne peut pas modifier ça à volonté. Il y a des limites à les modifier une fois qu'on les a collectées. Ça compte pour la qualité des données. Parce que je peux avoir des données qui, à la base, sont valides, mais à la fin, parce qu'on est venu les tripatouiller, les modifier, elles perdent leur validité et donc elles ne sont plus de bonne qualité. Et ça va souvent se faire lorsqu'on a mis des données sur des serveurs, par exemple, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, ou alors qui sont vraiment contrôlés dans les modifications. Et quand vous travaillez dans un projet de recherche d'un certain niveau, c'est ça le principe, en fait. Vous n'êtes pas libre de modifier les données. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'intégrité fait partie de la qualité. Il y a l'exhaustivité également. Ça veut dire, au-delà d'avoir une information qui est fiable, qui est valide, qui est suffisamment détaillée, l'autre question, c'est est-ce qu'on a toutes les autres informations qui vont nous aider à comprendre celle-là? Par exemple, un exemple vraiment trivial, si je vous donne la pression artérielle de quelqu'un, sans vous donner son âge, je ne vous aide pas beaucoup. Parce qu'il manque d'autres choses qui vont venir compléter cette information-là que j'ai donnée, qui est la pression artérielle de cet individu est de 130 par exemple. Si on me dit après, cette personne a 2 ans comme âge, ça devient une pression très élevée. Mais si on me dit cette personne a plutôt 85 ans, ça devient une pression artérielle tout à fait normale et même très bonne. Donc du coup, le caractère exhaustif des informations que j'ai collectées entre également en jeu lorsqu'il s'agit de parler de l'exhaustivité de nos données. Et enfin, il y a l'actualité, le fait que les données soient à jour. C'est-à-dire au moment où je suis en train de traiter cette information, que ça corresponde à la réalité de ce moment-là. Une donnée peut avoir été valide il y a 10 ans, mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Par exemple, les études qui ont été faites sur le diabète il y a 20 ans ne sont plus très valides aujourd'hui parce que la définition du diabète a changé. Du moins, il y a de nouvelles définitions et d'autres choses qui sont plus pointilleuses qui font que dans la définition d'il y a 20 ans, il y a probablement des personnes qui étaient diabétiques mais qu'on n'a pas identifiées seulement parce que l'outil n'était pas correct. Donc, ces données ne sont pas actuelles. Elles peuvent être valides, fiables, précises, intègres, exhaustives, mais ne sont pas actuelles pour le moment où nous sommes actuellement. Et donc,
ça perd un peu en termes de qualité. Je résume ici pour dire, lorsqu'on parle des données de bonne qualité, quand on dit collecter des données qui sont fiables, qui sont de bonne qualité, on fait référence à tout ceci. Ça mesure ce que ça doit mesurer. La méthode est reconnue, normalisée, standardisée. Tout le détail, toute la précision est là. Ce n'est pas exposé aux changements, aux modifications aléatoires. Toutes les données sont vraiment là avec celles qui permettent de comprendre et les données en question sont vraiment à jour. C'est ça qu'on va mettre dans la qualité des données. Maintenant, c'est quoi les données qui sont pertinentes? Là, on a vu ce qu'on appelle les données qui sont de bonne qualité. Mais on peut avoir des données de bonne qualité qui ne sont pas pertinentes. Attention, ce n'est pas la même chose. Les données vont être dites pertinentes lorsque elles cadrent avec les objectifs de recherche. Lorsque ce sont des données qui, effectivement, vont permettre de répondre à l'objectif qu'on s'est fixé au début de ce travail. Ça veut dire qu'on a les données qui sont suffisantes et nécessaires. Suffisantes et nécessaires par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et là, j'ai pris un exemple ici que vous allez voir sur mon écran là. Ceci, c'est la courbe de Kaplan-Meier. Peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une façon de représenter les données de suivi. Et je prends ça parce que c'est un exemple courant. Vraiment, je rencontre ça tellement de fois qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je n'hésite pas. Pour tracer cette courbe, on a déjà besoin de deux informations seulement. Un, l'état à la fin du suivi. Souvent, c'est des études de suivi. Deux, la durée du suivi. C'est tout. Ça veut dire qu'on a eu une personne, un participant inclus. On l'a suivi peut-être sur 3 mois, sur 6 mois. À la fin des 6 mois, quel était son état, vivant ou décédé? Ensuite, c'était quoi la durée réelle de suivi pour lui? Peut-être pour certains, ils sont arrêtés en chemin à 5 mois ou à 4 mois, ainsi de suite. Mais je rencontre très souvent des personnes qui n'ont que l'information, l'état à la fin du suivi, mais qui n'ont pas la durée du suivi. Et souvent, dans ces cas, malheureusement, on ne peut pas tracer ce genre de courbe parce que justement, il manque une information qui est indispensable pour atteindre les objectifs de l'étude. Donc, on peut avoir des données qui sont valides. La personne a bien mesuré, a donné les valeurs avec les valeurs décimales, mais ce n'est pas pertinent pour son étude parce que par rapport à ses objectifs, il y en a qu'on ne pourra pas atteindre malheureusement parce qu'il manque certaines informations. Et également, pour être classé de données pertinentes, les données doivent aussi remplir les autres critères que j'ai mis là, collectées dans un format qui facilite la saisie des données, qui permet de faire toutes les analyses qu'on a envie de faire et qui sont transférables soit d'un logiciel à l'autre, soit d'un chercheur à un autre. Et enfin, qui respecte le principe FAIR, on va voir ça dans la diapo suivante, qui veut dire findable, accessible, interoperable et reusable. On va voir ça dans la diapositive qui va suivre. Donc, dans l'idée derrière la pertinence des données, ça va au-delà de la simple qualité pour représenter en fait l'utilisation concrète par rapport au problème de recherche qui a été posé. Et bien souvent, on va rencontrer des personnes qui ont mouillé le maillot, qui ont beaucoup dépensé de l'argent parfois, qui ont souffert à collecter des données, mais qui malheureusement, à la fin, n'arrivent pas à tirer le profit parce que ces données ne sont pas adaptées ou sont dans un format qu'on ne peut pas saisir facilement. Un exemple, c'est quand on collecte les variables qualitatives comme la profession en question ouverte. Si vous dites à quelqu'un, quelle est votre profession en question ouverte, c'est un format qui va vous prendre beaucoup de temps pour saisir ces données-là. Et ça risque de ne pas être très utilisable en contexte réel, même s'il y a tout le détail à l'intérieur. Il y a des données qu'on va collecter qui ne vont pas permettre de faire toutes les analyses, comme l'exemple que je viens de prendre, une courbe de suivi qu'on ne peut pas faire s'il manque la durée de suivi. Parfois qui ne sont pas transférables. C'est-à-dire, on a bien collecté, on a respecté tous ces principes, mais à la fin, on a saisi dans un logiciel qui n'est pas très compatible avec les autres logiciels. Et après, on ne peut pas transférer dans les autres. Et ce n'est plus vraiment très pertinent, ce n'est plus très adapté à la situation réelle où on voulait utiliser ça. Et enfin, le principe FAIR, ce qui est un acronyme assez international. Donc, Fair Data Principle, c'est en anglais.
Faire, premièrement, c'est pour dire findable. Ça veut dire les données que vous êtes en train de constituer. Ça s'applique surtout à l'échelle d'une base de données plus globalement. Les données que vous êtes en train de constituer, on doit pouvoir les retrouver. On doit pouvoir retrouver les éléments à l'intérieur. Ça va par exemple être le principe d'attribuer un numéro d'identifiant unique à chaque participant, de manière à ce que si je veux retrouver un individu dans ces données, que je retrouve la personne facilement. S'il manque ce caractère findable, le caractère de pouvoir faire rechercher et retrouver facilement les éléments dans ce jeu de données, ça perd un peu en termes de pertinence, d'utilisabilité concrète. Même si on a respecté les autres principes qu'on a montré avant pour la qualité des données, la pertinence va plus dans l'adaptation en pratique, l'utilisation réelle pour pouvoir faire l'analyse des données. A, c'est pour accessible, qui veut dire que votre base de données doit être accessible. Ça, c'est surtout pour les bases de données qui sont soit disponibles en ligne, soit sur un serveur que les autres peuvent accéder. Et c'est pour ça qu'il y a des, en anglais, c'est repository, je ne sais pas comment on appelle ça, des dépôts, voilà, des sites Internet où on peut aller juste déposer nos jeux de données avec un lien qu'on nous donne et qui vont nous permettre après de rendre notre base de données accessible. On peut y accéder parce qu'il y a un lien, il y a un site, ainsi de suite. OI, pardon, c'est pour interopérable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que ça puisse être échangé d'un logiciel à un autre, que si vous envoyez votre base de données à quelqu'un d'autre, que la personne puisse comprendre de quoi vous parlez, puisse l'ouvrir, que ce ne soit pas avec des extensions bizarres ou des choses qu'on n'arrive pas à utiliser. Et enfin, reusable, ça concerne surtout l'archivage. Il faut qu'à la fin, quand vous avez archivé votre base de données, qu'on puisse le réutiliser après sans problème. Et ça va voir avec la façon dont vous nommez les variables, la façon dont vous recodez ces variables-là. Si par exemple, je vous donne un jeu de données où il y a des variables qui sont telles que âge 1, âge 2, âge 3, âge 4, vous ne risquez pas de savoir ce que ça veut dire tout ça. Et quand vous allez revenir dans ce jeu de données 2, 3 ans après, vous n'allez pas pouvoir réutiliser parce que la façon dont les variables ont été nommées ne convient pas à ce qui doit être fait. Ce n'est pas réutilisable. Et donc, dans la gestion des données, il y a des principes qu'il faut pouvoir respecter pour que mon jeu de données soit findable, accessible, interoperable et reusable. Ça rentre dans la pertinence et dans la qualité des données. Voilà. Ça, c'était une brève, tant mieux, une introduction pour parler un peu des données elles-mêmes, de la qualité, du contenu, pour qu'on puisse bien comprendre lorsqu'on dit peut-être, si on dit à quelqu'un, ça, ce sont des mauvaises données, qui n'est pas l'impression qu'on l'a insulté, parce que c'est souvent sur des critères réels, concrets qu'on va pouvoir le dire. Et si on remet en question la qualité ou la pertinence des données, je vous garantis, toute l'étude est mise de côté. De toutes les façons, on l'a vu tout à l'heure. Si on y met des ordures, ce qui ressort de l'autre côté, ce sont des ordures. On va entrer maintenant dans le processus même qui conduit à la qualité de ces données-là. Comment est-ce que ça se passe pour qu'on puisse avoir ces données? Quels sont les différents niveaux où le problème peut se poser? Et en réalité, l'enjeu se trouve à plusieurs niveaux. On va voir quelques-uns là pour que vous puissiez avoir un esprit ouvert. En sachant que malheureusement, souvent, le statisticien est un peu appelé comme le morguer, malheureusement. Voilà. Il y a une citation, je ne m'en rappelle plus, mais je vais quand même essayer de la paraphraser, qui dit, si vous contactez un statisticien après avoir collecté les données, au moins il pourra vous dire ce qu'il avait lieu de faire avant. C'est-à-dire que non seulement il ne peut pas régler le problème, mais au moins il pourra vous dire que bon, ici on pouvait quand même faire telle chose. Si vous appelez un morgue pour quelqu'un qu'on aurait dû soigner, au moins il pourra vous aider à garder le corps, à défaut d'avoir aidé à soigner la personne. Donc, ça fait que l'enjeu des données se trouve dès le départ. C'est là-bas que ça commence. Premier niveau, c'est la conception de l'étude, comme on peut le voir ici. La conception de l'étude va avoir un enjeu réel sur la qualité de vos données en termes de fiabilité et de pertinence, comme on vient de voir, dans le choix de vos objectifs et dans le choix de la méthode à utiliser pendant votre recherche.
Donc, ça fait que si vous voulez avoir des données, je commence à répondre à la question, qui sont fiables et qui sont pertinentes, commencez par fixer de bons objectifs qui sont atteignables. Commencez par choisir une méthodologie qui cadre avec les objectifs que vous avez. Par méthodologie, j'entends quoi? Comment est-ce que vous allez collecter les données concrètement sur le terrain? Quel type d'échantillon vous allez prélever? Comment est-ce que vous allez prélever ces échantillons-là? Quel type d'analyse vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire ces analyses? Quel type de personnes vous allez interroger? Dans quel contexte vous allez les interroger, etc. C'est d'abord cette conception de la méthode qui vous garantit de ce que les données que vous allez obtenir après seront de bonne qualité, seront pertinentes et pourront être analysées. Ensuite, une fois qu'on a bien fixé les objectifs, bien fixé la méthodologie à utiliser, il faut savoir concevoir l'outil de collecte des données. C'est-à-dire, il faut savoir définir le contenu de mon questionnaire ou de mon guide d'entretien selon le type d'études qu'on fait. Il faut savoir quel est le format des questions. Mes questions doivent être dans quel format, quelle présentation. Il faut savoir poser des questions qui sont claires. Et à ce sujet, je vais vous inviter, vous encourager à aller sur notre site, page YouTube. Vous tapez juste Building Medical Research in Africa. Il y a une session que nous avons eu à faire sur 10 points clés pour réussir son questionnaire. Voilà. Et là, dans cette session, j'explique en long et en large comment est-ce qu'on travaille sur le contenu, comment est-ce qu'on travaille sur le format de la question, comment est-ce qu'on travaille pour avoir des questions qui sont claires, qui sont clarifiées, qui sont bonnes. Et ça va vous permettre donc d'assurer la qualité à ce niveau. Mais si vous n'avez pas appris ça, et je suis souvent surpris quand la plupart des, surtout ceux qui commencent la recherche, vont dire, OK, je vais faire mon questionnaire. Il ouvre une feuille blanche, commence à réfléchir. Je peux mettre quelques questions ici, là. Ou puis encore, il prend seulement le questionnaire d'un aîné ou de quelqu'un d'autre, il modifie un peu pour avoir le sien. C'est la pire des façons à faire. Vraiment, c'est la pire des façons. Donc, je vous encourage à regarder. Je ne vais pas revenir sur ces 10 points maintenant. Sinon, ça nous prendrait 1h30, voire 2 heures rien que pour ça. Mais vous pouvez regarder cette ressource là-bas. Il faut juste intégrer le fait que concevoir le questionnaire est déterminant pour la qualité des données qu'on a. Mais ce n'est pas tout. L'autre élément qui va entrer, après avoir conçu ces éléments, c'est la collecte des données proprement dit sur le terrain. Et vous l'aurez bien compris, la façon dont on va collecter ces données sur le terrain est déterminante. C'est un enjeu majeur pour la qualité des données. Là, je vais parler de quelques éléments qui rentrent vraiment dans ce qui est pratique, ce qui est concret, comment ça se fait. Premier élément, c'est le pré-test. Pour la phase collecte des données, vraiment, il ne faut jamais être trop pressé pour faire le pré-test. Quand vous avez fini de concevoir votre questionnaire avec les principes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, prenez toujours le temps de pré-tester le questionnaire. Pré-tester, ça veut dire prendre quelques membres de la population qu'on va étudier, appliquer le questionnaire chez eux pour identifier qu'est-ce qu'on va corriger. Là, ce n'est pas encore l'étude qu'on est en train de faire. Et ça doit être les membres de ma population que j'étudie. OK, je prends l'exemple d'une étude qu'on veut faire en médecine vétérinaire. J'espère que mon exemple aura un sens. Si je veux évaluer quel est le taux, le pourcentage de chiens qui sont vaccinés contre la rage à Yaoundé et les facteurs déterminants de cette vaccination-là, par exemple. Une fois que j'ai conçu mon questionnaire, peut-être que mes individus seront les animaux, les chiens qu'il y a dans la ville de Yaoundé. Je dois essayer de retrouver 2 ou 3 membres de ma population d'études pour leur faire passer ce questionnaire-là. Ce n'est pas que je préteste dans ma tête, puisque c'est ma tête qui a déjà conçu. Donc, normalement, ma tête va me dire qu'il n'y a pas de problème. C'est que je vais voir les membres de ma population même. Et je vais faire remplir vraiment comme si je faisais mon étude. Et en général, pendant que je remplis les éléments que je vais évaluer, c'est OK. Est-ce que les informations sont faciles à collecter? Est-ce que j'arrive à collecter cette information-là? Est-ce que les gens comprennent la question que je pose ici? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans mon questionnaire ici, d'après la personne à qui j'ai posé la question ou d'après mon appréciation une fois que je suis passé sur le terrain? Si je fais une étude rétrospective sur les dossiers cliniques, par exemple, je dois aller prendre 2, 3 dossiers, remplir mon questionnaire. Ce n'est pas que je suppose que ce sera bien. Je dois faire ce pré-test-là en me posant ces questions sur est-ce que tel que j'ai conçu mon questionnaire, tel que j'ai prévu ma collecte des données, est-ce que ça peut se faire comme ça?
Deuxième élément dans la collecte des données, c'est le fait de respecter la procédure qu'on a définie. De toutes les façons, on l'a vu tout à l'heure. Si je ne respecte pas la procédure, j'aurai des données qui ne vont pas respecter les principes de la qualité des données. Et quand on le dit, ce n'est pas juste une qualité théorique, ce n'est pas une qualité décrétée. C'est que sincèrement, à la fin, quand vous n'avez pas respecté cette qualité-là, les conclusions qu'on tire de votre travail sont fausses. Et on risque de dérouter les gens avec ça. On risque de conclure quelque chose qui n'est pas vrai, prendre des décisions là-dessus, alors que les données qu'il y avait à la base étaient de mauvaise qualité. C'est pour ça que si j'ai dit dans ma procédure, dans la coloration des lames, je vais colorer chaque lame à son tour, il ne faudrait pas que maintenant, pendant que comme je n'ai plus le temps, je colore 4 lames à la fois. Je suis en train de rater la procédure. La coloration peut finalement être mal faite, la lecture ne va pas suivre. À la fin, je conclus qu'il n'y a pas de parasites, alors qu'il y en avait, c'est ma procédure qui n'était pas bonne. Donc, une fois sur le terrain, il faut vraiment respecter sa procédure qu'on a définie. Il faut pouvoir reporter ces informations en temps réel. Ça veut dire quand je collecte une information, je dois la reporter immédiatement. Je ne dois pas remettre à plus tard. Ou bien je prends d'abord le dossier, je lis, je vois les informations, après j'empile ma fiche. Non, ça ne se fait pas. Collecter et les reporter en temps réel. C'est tout ça qui, à la fin, va vous aider à avoir des données qui sont de bonne qualité. Les modifications que vous faites sur votre questionnaire ou sur vos données que vous collectez doivent être traçables. C'est ça le principe de l'intégrité qu'on a vu tout à l'heure. Si j'ai une base de données ou un ensemble de données que j'ai et qu'on peut modifier sans trouver la trace de cette modification-là, c'est dangereux. C'est très dangereux même. La trace, c'est quoi? Quand on remplit sur papier, par exemple, on va dire, si je veux modifier quelque chose, je ne vais pas barrer comme les enfants à l'école primaire font souvent là. Non. Je mets juste un trait dessus. Ce que j'avais écrit doit rester lisible. Ça doit rester lisible. Et deuxièmement, je dois écrire à côté la modification et il faut qu'on sache qui a modifié et quand. Donc, normalement, je dois mettre mes initiales ou ma signature là-bas et mettre la date de la modification. C'est ça qu'on appelle avoir des modifications qui sont traçables. Parce que si vous ne faites pas ça, et j'en ai fait l'expérience, après, vous ne savez plus quelle était l'information initiale. Parfois, vous avez une valeur aberrante, vous ne savez pas si c'est votre modification qui avait un problème ou c'est même la valeur initiale qui était bonne. Vous êtes un peu perdu parce qu'on n'a pas retracé toutes les modifications qui ont été faites. Et même dans les bases de données qu'on conçoit de plus en plus en ligne, quand vous modifiez, le logiciel vous demande de mettre votre nom. Il doit vous signaler que c'est vous qui avez modifié telle chose. Et le logiciel va toujours garder l'information précédente et celle que vous avez ajoutée par la suite. Donc, ça doit rester traçable. Et un petit détour dans l'analyse des données elles-mêmes, ça fait partie, par exemple, des choses qui nous ont amenés au BMR à quitter SPSS pour aller travailler avec R maintenant. Parce que sur SPSS, vous pouvez venir changer l'âge de quelqu'un, enlever 90 et mettre 85. Personne ne saura jamais que vous avez modifié ça. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver en train de tripatouiller les données et parfois on se retrouve victime somme de toutes ces modifications-là. Alors que sur R, si vous changez la valeur, la ligne de code qui a changé la valeur reste. Tout le monde qui prendra ce script saura que telle personne avait changé telle chose pour mettre telle autre chose à la place. À ce niveau aussi, il y a un enjeu sur la qualité des données. Et enfin, la relation avec le participant, ça c'est pour les études où on a affaire aux individus, c'est un élément qui est déterminant. C'est vrai que je ne sais pas comment expliquer ça concrètement, mais dites-vous que la personne que vous interrogez, c'est un être humain. C'est une personne comme vous-même. Et il vaut mieux, comme la Bible le dit, faire aux autres ce que vous aurez aimé qu'on vous fasse à vous-même. Malheureusement, souvent, on fait la recherche comme si on avait affaire aux robots en face de nous, comme si c'est des gens qui n'ont pas le bon sens, qui n'ont pas la conscience, qui ne sont pas humains. Ça nous arrive tous, c'est moi qui le dis. Parfois, je dois me ressaisir pour dire, tiens, celui qui est devant toi, c'est le père de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un qui est en face de toi. C'est le fils de quelqu'un qui est devant toi. Et cette considération devrait vous amener à développer plus une relation avec la personne, entre deux humains, qu'une relation entre, je ne sais pas comment appeler ça, un questionnaire, interface entre une personne et moi-même.
Non. Donc, en allant collecter ces données, il faut se mettre dans la peau déjà à faire aux gens devant moi. Et ça fait que souvent, quand on commence la recherche, on a un peu une crainte. Voilà. Peut-être que les gens ne vont pas me répondre. Peut-être qu'on va mal prendre. Non, expliquez à la personne concrètement. Vous pouvez dire vraiment, comme vous voyez là, moi j'aime m'appeler bonjour maman, bonjour mon fils. OK, moi je suis étudiant, donc moi je dois faire ma thèse. Et pour ma thèse, j'ai des données à collecter pour comprendre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à mes questions? Ça va m'aider à faire l'analyse et expliquer comme on expliquerait à une personne normale. Et vous serez parfois surpris de voir à quel point les gens sont contents, sont volontaires pour participer et vous donnent les bonnes informations, ne vous répondent pas pour se débarrasser de vous. Alors qu'à l'inverse, si on est dans son coin là avec sa blouse, son stéthoscope, comme nous les médecins, on sait si bien le faire, ben, la personne vous répond pour se débarrasser de vous. De toutes les façons, vous ne le payez pas pour ça. Donc, tout ça, c'est des éléments concrets sur le terrain qui vont vous aider à garantir la fiabilité de vos données. Après vient l'étape de la saisie, comme vous pouvez le voir sur l'écran là. Parfois, il y a des saisies qui sont faites directement pendant la collecte des données. Donc, on collecte directement sur tablette, par exemple. Je crois que je vais revenir dessus dans la suite. Je ne recommande pas beaucoup ça, surtout à ceux qui commencent la recherche, parce que ça risque de vous poser beaucoup de soucis après. L'autre chose qu'ils vont utiliser pour garantir la qualité, c'est la double saisie. Parce qu'on peut avoir bien collecté avec la bonne méthode, tout ce que j'ai expliqué là. À la base, les données étaient de bonne qualité, mais au moment de la saisie, on fait des erreurs de saisie. Ça, souvent, c'est difficile à rattraper, à moins que ce soit des valeurs aberrantes. Si c'est des valeurs dans la limite de la normale, ben, très souvent, on ne va pas se rendre compte et on passe à côté et on a perdu la validité parce que ces données ne mesurent plus ce qu'elles sont supposées mesurer à la base. C'est pour ça qu'il faut toujours, donc, pas toujours dans la mesure du possible, qu'il y ait cette double saisie. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines équipes, quand on a collecté les données, c'est deux personnes différentes qui saisissent. Et après, on va matcher. Il y a des méthodes statistiques pour faire ça, voir les discordances et corriger ces discordances-là. Et enfin, pour la saisie, il faut se rassurer que même dans la saisie, que les modifications qu'on a faites soient traçables. Pour finir avec les différents niveaux où le problème peut s'émixer dans la qualité des données, il y a le traitement des données elles-mêmes. Dans le traitement, je vais inclure ici, Dans le traitement, je vais inclure ici la vérification des valeurs aberrantes, trop grandes, trop petites, anormales pour ce type de données, la gestion des données manquantes. Comment est-ce qu'on fait quand les gens n'ont pas répondu, quand il manque des informations, ou la transformation des variables, peut-être recalculer une autre variable, calculer l'IMC, classer les personnes dans les catégories suivant certaines variables, etc. C'est tout ça qu'on appelle le traitement des données. Et il est possible que même à cette étape-ci, qu'il y ait un problème qui s'infiltre et qui vienne altérer la qualité de vos données. Je ne vais pas forcément entrer dans ces détails maintenant. Peut-être si vous faites la formation sur l'analyse de données comme ce que je vais présenter à la fin, vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'on arrive à gérer ça pour se rassurer de ce que la qualité de mes données n'est pas affectée. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui n'ont pas répondu? À partir de quel pourcentage ça devient un problème? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des valeurs qui sont trop grandes ou trop petites, etc. Tout ça rentre dans ce qui va déterminer la qualité de nos données. Et enfin, il y a l'analyse des données elles-mêmes. Ce serait dommage qu'après avoir fait autant d'efforts pour garantir la qualité, qu'à la fin, on vient gâter. Mais bon, malheureusement, parfois, ça arrive aussi. L'analyse des données va voir avec le plan d'analyse, les outils statistiques qu'on a choisis, les réponses aux objectifs qu'on s'est fixés au départ, finalement, puisque c'est ça la finalité de tout le processus qu'on est en train d'acheminer. Et je crois que vous le percevez peut-être au fur et à mesure, vous le comprenez, l'enjeu de la collecte des données, l'enjeu de la qualité des données, tel que le titre de notre session de ce soir le dit, c'est à tous les niveaux du processus, de la conception de l'étude à la mise en œuvre sur le terrain, à l'analyse qu'on fait après au traitement des données, jusqu'au résultat qu'on ressort. On peut avoir des problèmes avec la qualité de ces données à chacun de ces niveaux-là. Et c'est pour ça qu'il faut être équipé, qu'il faut être préparé pour pouvoir régler chacun de ces problèmes à chacun des niveaux qui sont évoqués là. Voilà. On va parler maintenant des techniques de collecte des données.
quelques techniques qui sont couramment, en voyant un peu quels sont les avantages et quel est l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vos données. Premier type, qui est d'ailleurs le plus fréquent, le plus couramment rencontré, ce sont des interviews semi-dirigées sur questionnaire. C'est ce qu'on va voir le plus fréquemment, surtout pour les étudiants qui font un travail de recherche. Donc, on a un questionnaire avec des participants qu'on a identifiés, à qui on va poser les questions et les remplir. C'est pour ça qu'on parle de semi-dirigé, dirigé en partie, parce que j'ai quand même des questions que je lui pose, mais je peux quand même avoir parfois autre à préciser, ainsi de suite. Il faut éviter d'être très long quand vous avez des questionnaires de ce genre. Moi, en général, je recommande aux gens de ne pas dépasser 4 feuilles. Ça veut dire 8 pages. À moins que vous ayez suffisamment, je veux dire quoi, de ressources pour convaincre le patient, pour gérer votre étude, en fait. Par exemple, il y a une étude que nous sommes en train de faire actuellement sur la l'Oise. Le questionnaire est très long. C'est peut-être même 17 ou 18 pages. Mais nous nous sommes arrangés parce que quand les participants viennent, on leur donne à manger sur place. Donc, voilà, on sait au moins qu'on peut le faire attendre, on va lui donner à manger, on va le transporter, aller et retour, ainsi de suite. Mais si vous demandez en quelque sorte le temps de quelqu'un, bon, bien sûr, on demande de tous, mais si vous êtes en position de faiblesse, je dirais, voilà, comme on va dire au quartier, il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas prendre une heure de temps à quelqu'un pour remplir un questionnaire. Vous n'allez pas le payer pour ça. Donc, essayez de rester le plus spécifique. Vraiment, ne pas dépasser 4 feuilles. Pendant que vous posez vos questions, et ça, c'est une astuce qui m'a souvent beaucoup aidé aussi, rassurez le patient de ce que ça finit bientôt. Donc, commencez par lui dire, peut-être ça va nous prendre 20 minutes, 30 minutes pour répondre au questionnaire ou 10 minutes selon votre vitesse. Et quand vous avancez, des expressions du genre, bon, voilà, bientôt on sera à la fin, plus que quelques questions, ou OK, pour tendre à la fin maintenant, ou alors OK, maintenant la dernière section de notre questionnaire, rassurer le patient de ce qu'on s'approse à faire. Souvent, ça va le mettre en confiance et l'amener à ne pas vous répondre pour se débarrasser de vous, en fait. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est important et il faut se battre pour avoir la meilleure complétude possible. Il faut faire l'effort, vraiment, de ne pas avoir des trous qui restent. Souvent, quand on a déjà pris la main, on risque de devenir un peu laxiste. Voilà, laisser certaines questions, mais faites attention à ça quand vous travaillez des questionnaires semi-dirigés. Voilà quelques éléments qu'on peut dire par rapport à cette technique-là et qui vont davantage vous aider à avoir des données de bonne qualité. Voilà, je donne quelques tips comme ça, comme quelqu'un l'a dit au début, qui peuvent vous être utiles, qui reviennent justement, comme je l'ai dit, de mon expérience personnelle. Une autre situation, c'est l'extraction des données à partir des dossiers. Ça, c'est souvent pour les études rétrospectives. C'est une méthode qui est facile et rapide. Même comme parfois, certains ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas accepter, voilà. Mais c'est une méthode qui est facile et qui est rapide. En général, quelqu'un peut collecter ces données en une semaine. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a énormément de données qui manquent. C'est très difficile d'avoir une complétude là-bas. On va devoir faire appel aux méthodes de gestion des données manquantes quand on travaille sur des dossiers. Et c'est pour ça qu'il faut appeler les patients autant que possible, autant que vous pouvez. Ne dites pas que c'est... Non, non, non. Autant que possible. Parce que c'est ça qui va vous aider à améliorer la complétude de vos données, du moins des informations dont les patients pourront se rappeler, et de pouvoir vraiment se rapprocher au maximum de la complétude dont on a besoin et des autres critères qui définissent la qualité de vos données. Et aussi, il faut pouvoir se faire aider ou se faire assister par ceux qui ont rempli ces dossiers-là. Ne serait-ce que pour les 5 ou 10 premières fiches. Si vous travaillez dans un service, faites appel au major ou à un médecin du service ou à une infirmière du service. Pardon, aide-moi un peu qu'on remplisse le questionnaire ensemble. Parce qu'il y a parfois des abréviations ou des façons d'écrire dans le service ou des habitudes qu'on a adoptées dont vous n'êtes pas au courant. Peut-être qu'une convention dans le service, c'est de dire, ben, si un patient est infecté par le VIH, on met juste un point sur son dossier, par exemple. Tout le monde sait dans le service. Vous arrivez novice sans savoir, vous ne savez pas, et vous mettez VIH non, alors qu'en réalité, il y a un insigne dans son dossier qui veut dire cette personne est infectée par le VIH. Donc, il vaut mieux, au moins pour un début, se faire aider pour maximiser la validité des informations que nous sommes en train de collecter pour les études rétrospectives, du moins l'extraction des données à partir des dossiers. Également, on peut avoir des données à partir d'analyse des échantillons. Ça, c'est surtout pour les sciences de laboratoire.
biochimie, microbiologie, etc. Ou d'autres mesures qu'on peut faire, peut-être le scanner cérébral, l'échographie cardiaque, etc. Ceci, ça améliore en général la qualité de vos données. En comparaison, par exemple, à l'extraction des données à partir des dossiers. Quand vous-même, vous avez fait l'analyse et que vous avez respecté une certaine procédure, le plus souvent, on se dit que la qualité est meilleure. Parce qu'on a la garantie que, par exemple, ben, la fiabilité est là. On a bien respecté la procédure qu'il fallait. La fidélité, la validité. Voilà, on se dit que ça représente exactement ce que ça devrait représenter parce que c'est la personne même qui a fait cette analyse-là. Ça veut dire que autant que possible, il faut le faire vous-même. Ou à l'inverse, quand vous n'avez pas réussi à le faire, il faut être conscient de ce que ça, c'est une limite qu'il faut reconnaître soi-même. Également, quand vous n'êtes pas habitué à cela, il faut prendre la peine de vous former avant la collecte des données. Très important. J'ai souvent vu ça pour le cas de ceux qui font médecine bucco-dentaire, par exemple. Il y a certaines personnes qui évaluaient parfois, comment on appelle ça, l'impact du détartrage sur le profil glycémique des diabétiques, par exemple. Voilà. Et c'est l'étudiant, bien sûr, qui doit prendre des patients diabétiques, faire le détartrage chez eux et voir après quel est le résultat qu'on obtient en termes d'équilibre glycémique. Et souvent, quand la personne ne s'est pas formée avant, la qualité du détartrage n'est pas optimale. Et à la fin, on n'a pas le bon résultat. Ce qu'on a comme résultat ne reflète pas la réalité. On n'a pas mesuré ce qu'on était supposé mesurer effectivement. Si quelqu'un dit, je vais lire les lames de bactériologie, par exemple, je ne sais même pas s'il y a des lames en bactério ou en parasitologie, et qui, à la fin, n'a pas appris à lire ces lames, il est très probable que la personne ne fasse pas bien les lectures et qu'on soit avec des données qui ne sont pas de bonne qualité. C'est pour ça que je dis, il faut pouvoir se former à l'avance. Autre chose, il faut savoir conserver les données sources. Conserver les données sources. Pour ceux qui travaillent au laboratoire, par exemple, les données sources, ça va être les cahiers de paillasse. Parce que souvent, sur la paillasse, on a des cahiers où on va noter des éléments qu'on va reporter sur le questionnaire après. Faites l'effort de conserver ces données-là parce que c'est ça qui garantit un peu comme la qualité de vos données. S'il y a un problème après, c'est là-bas qu'on va venir vérifier. Si vous travaillez avec un appareil d'hématologie, par exemple, qui va mesurer la numération sanguine, gardez les fiches que l'appareil imprime, même si vous reportez après sur votre dossier, sur votre fiche de collecte des données. Gardez ces données sous cela. Si vous prenez les informations des dossiers des patients qui ont les résultats des examens, par exemple, faites une photo, une photocopie. Il faut conserver ces données sources parce que c'est ça qui va servir votre backup. Si pendant l'analyse, on se rend compte qu'il y a une valeur aberrante, on dit, OK, vérifions un peu la valeur je dis n'importe quoi, de la fréquence cardiaque qu'on a ici. L'endroit où on doit aller vérifier, c'est sur le résultat de l'ECG que vous devez avoir filmé ou photocopié et qui vont vous permettre donc d'être sûr que voilà la valeur même qu'on avait à la base. Et quand vous travaillez au laboratoire, ceux qui ont déjà eu à le faire vont bien comprendre ce que je dis là. Vérifiez que vous avez assez de ressources pour faire ce que vous voulez faire. Dans ressources, j'inclus le temps, j'inclus le personnel, j'inclus les réactifs, j'inclus le matériel, j'inclus tout ce qu'on peut avoir comme ressources nécessaires pour travailler au laboratoire. Sinon, à la fin, vous vous retrouvez en train de faire une procédure au rabais, de modifier la procédure et donc d'affecter la qualité des données. Et donc, à la fin, sincèrement, d'avoir perdu votre temps. Vous aurez certainement votre diplôme, c'est sûr, mais vous aurez perdu le temps. Votre travail n'aura pas été utile. Alors que vous étiez tout près d'avoir un travail utile, d'avoir fourni cet effort-là, non seulement pour votre diplôme, mais pour véritablement servir à quelque chose. Voilà. Toujours dans la suite de la qualité des techniques de collecte des données, il y a le cas des questionnaires en ligne. Des questionnaires qu'on remplit sur Google Forms et qu'on va partager, voilà, partager au max dans tous les groupes où vous êtes. Faites remplir au maximum parce que je dois finir ma thèse. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, plus que la recherche rétrospective même, et qui est même très facile à faire en général. Ce que moi, je recommande aux gens, c'est de ne l'utiliser qu'en cas extrême. C'est-à-dire que dans les situations où vraiment, si on ne fait pas ça, il y aura mort d'homme.
Ce n'est que dans ce cas que moi, je peux admettre ça. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui se posent avec ça. Premier point, c'est la représentativité de votre échantillon. Ceux qui répondent à ces questions, c'est qui? Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quel pourcentage de votre population réelle d'études qui répond? Je vois par exemple un questionnaire, quelqu'un peut dire, OK, questionnaire destiné aux professionnels de la santé sur les perceptions du dépistage du cancer du col de l'utérus par le personnel de santé. Quand vous balancez, comme on le dit souvent sur Internet, là, un pousseur peut remplir, un mécanicien peut remplir aussi. Vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est-à-dire que vous, c'est vraiment comme faire une pêche aveugle. Donc, sincèrement, moi, je dis, ce n'est qu'en cas extrême qu'on peut amener ça. Deuxième chose, c'est la validité des données. Qu'est-ce qui vous prouve que la personne a répondu vrai? Si quelqu'un aime un peu logique, la moindre des choses serait, puisqu'il répond sur un téléphone, d'ouvrir une page Google et de chercher ce que vous lui demandez. C'est la moindre des choses. Que pensez-vous du cancer du col? Vous mettez les propositions, il tape sur Google le cancer du col, il voit la réponse et puis il met la réponse là-bas et on avance. Et d'ailleurs, j'étais en train de rédiger un article il y a quelque temps sur les connaissances par rapport à la variole de singe qu'on appelle monkeypox. Et l'un des éléments que j'ai pu observer, c'est que le niveau de connaissance dans notre étude était très faible, mais notre étude en ligne avait des niveaux de connaissance extrêmement bons. Et quand j'ai regardé la méthode, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait un questionnaire en ligne. Mais ce qui me semblait justement normal. Tu poses des questions aux gens sur un téléphone et Internet a toutes les informations. Et la situation se complique même maintenant avec l'intelligence artificielle qui vous donne des réponses vraiment dans le format que vous voulez. Donc, ça pose en question la validité. Au moins, un élément que je suggère souvent et qui peut limiter dans la mesure du possible, c'est d'exiger que seulement ceux qui ont un compte Google puissent remplir. Parce qu'il y a la possibilité d'exiger que la personne se connecte à son compte pour remplir. Ça, au moins, si quelqu'un veut vraiment remplir votre questionnaire, il va mettre son compte. Parce qu'au moins, il est en train d'assumer ses réponses. Mais quand c'est libre, tout ce qui veut remplir, remplissent. Moi, quand je vois ce genre d'études, je ne passe même pas à côté. Je sais que ça, c'est des aventuriers, des blagueurs qui ont fait cela. Ils veulent nous perdre du temps. Les deux dernières méthodes dont je vais parler, techniques de collecte de données, sont surtout pour la recherche qualitative. Je vais quand même dire un mot là-dessus. Les entretiens individuels ou les entretiens de groupe, ce qu'on appelle les focus group discussion en anglais ou les discussions de groupe. Comme je l'ai dit, c'est pour la recherche qualitative essentiellement. On va faire des enregistrements audio à partir d'un guide d'entretien, non plus d'un questionnaire, mais d'un guide d'entretien. Et là, il faut avoir une bonne maîtrise de ce guide d'entretien. Pour avoir fait des dizaines d'entretiens sur ce format, à un moment donné, vous avez besoin d'être dans un dialogue avec la personne, pas dans une collecte de données. Vous causez avec la personne parce que c'est dans la causerie que vous allez pouvoir extraire les éléments dont vous avez besoin pour votre travail. Et qui dit causerie dit, vous savez précisément quels sont tous les éléments que je cherche, de manière à pouvoir introduire une question quand l'opportunité se présente, même si ce n'était pas la question qui venait dans l'ordre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir s'entraîner, qu'il faut pouvoir bien pratiquer sur son questionnaire, mais même sur la méthode en général. Parce que la recherche qualitative, contrairement à ce que certains peuvent parfois penser, nécessite plus d'expérience et plus d'entraînement que la recherche quantitative. Voilà. Et pour finir avec les techniques de collecte des données, les observations directes, voilà, c'est aussi une méthode pour la recherche qualitative avec une grille d'observation qui est bien conçue. On n'observe pas dans le vide. On sait bien, OK, je vais regarder telle chose. Par exemple, nous avons fait une étude sur la COVID quand c'était encore vraiment très chaud. On voulait observer les pratiques des personnes dans un service d'urgence, par exemple. Est-ce que les gens lavent les mains? Est-ce qu'ils portent le masque? Est-ce qu'il y a des attroupements, ainsi de suite? Et donc, on avait une grille d'observation avec des éléments précis qu'on voulait regarder et un temps précis pour l'observation. Et là, l'enquêteur qui était bien formé, justement, savait, je dois me placer à tel endroit pendant tel nombre de temps, je regarde telle chose, je note le nombre de personnes ayant un masque, le nombre de personnes ayant lavé les mains avant d'entrer, le nombre de ceci, et tout ça cadre normalement avec mes objectifs, avec la méthode, et après, on se retrouve dans un ensemble plus cohérent. Donc, voilà quelques éléments qui vont vous aider, je l'espère, à mieux structurer l'étude, à mieux faire la collecte des données sur le terrain, à avoir des données finalement
qui sont plus fiables. J'espère que vous comprenez davantage les enjeux qu'il y a derrière la collecte des données. Et c'est tellement important que je vais vous faire une mise en garde. Dans les films, souvent, là, si on fait tadadan, on fait arrêt sur image. Une mise en garde. Ne commencez pas votre collecte des données sans ces deux choses. Ces deux choses que je vais citer là. Vraiment, pour moi, ça fait partie des choses les plus importantes. La première chose, c'est il ne faut pas commencer sans avoir fait valider vos données ou votre outil de collecte des données par une personne qui a la compétence et l'habitude des données de santé. Qui a la compétence et qui a l'habitude. Ça peut être vous-même. Vraiment, ce n'est pas forcément qu'il faut chercher Dr. Wafeu. Si vous avez acquis cette compétence, et bon, un peu cette habitude, vous pouvez vous valider vous-même. Par exemple, le cours dont je parle sur YouTube sur la collecte des données, pardon, le questionnaire, si vous le suivez bien et que vous appliquez ces éléments, sincèrement, vous n'avez plus besoin de me voir pour votre fiche de collecte des données. Vous avez acquis cette compétence-là. Mais il ne faut pas croire en la génération spontanée. Personne ne fait rien sans avoir appris. Donc, mise en garde, ne vous engagez pas à collecter les données sans avoir fait valider votre outil de collecte de données par quelqu'un qui en a la compétence. Et par exemple, juste en passant une parenthèse, nous avons organisé plusieurs fois des sessions uniquement de correction des questionnaires pour être sûr qu'au moins l'outil qui a été développé va permettre de respecter ces différents principes. Même si après la méthode n'avait pas été bonne, même si les études n'étaient pas correctes, même si le traitement des données après ne sera pas bon, on reste quand même au moins sur cet élément qu'on peut contrôler. Donc ça, c'est la première mise en garde qui est importante. Et la deuxième mise en garde, c'est de faire la première chose de cette liste. Donc, de faire ce que je viens de dire précédemment, c'est vraiment sur ça que je veux insister, et insister encore. Voilà, on va clôturer cette présentation à ce niveau et je vais vous présenter un peu en quelques minutes ce que nous faisons. Travailler avec nous, l'équipe du BML, comme je l'ai dit, c'est Building Medical Research in Africa. C'est une association reconnue par l'État. Ce que nous faisons est bien reconnu et déclaré, qui a pour slogan pour une maîtrise de la recherche en santé. Nous travaillons pour que la qualité de la recherche soit meilleure à tous les niveaux, essentiellement sur la formation et un peu aussi sur ce que je vais appeler prestation de services. Mais vraiment, l'idée, c'est que on ne taxe plus, nous, les Africains, notre contexte des mauvaises recherches, comme c'est souvent le cas malheureusement, et qu'il y ait des choses de plus en plus intéressantes qu'on fasse chez nous. Et pour arriver à cela, quelques accomplissements que nous avons eu à faire ou jusqu'à présent, il y a ce document, le guide pratique d'initiation à la recherche en santé dont je suis l'auteur. C'est un petit bouquin d'à peu près 300 pages qui vous ramène en fait de manière pratique, avec des exemples pratiques, des questions fréquentes, des erreurs fréquentes, sur chacun de ces éléments dont j'ai parlé. Ça date maintenant de quelques années et voilà, c'est vraiment adapté pour les étudiants, pour ceux qui apprennent, pour s'initier à la recherche en santé. Également, il y a notre page YouTube à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Voilà, c'est ça ici. On a à peu près une quarantaine de vidéos. Cette image date peut-être d'il y a un an, on a peut-être une cinquantaine maintenant, qui traitent toutes ces vidéos des thèmes sur la recherche. Revue de littérature, recherche documentaire, introduction, comme ce qu'on fait ce soir, la qualité des données, introduction à l'analyse des données, etc., etc. Vous pouvez d'ailleurs y aller. Je vous encourage à vous abonner parce que justement, de plus en plus, on va mettre des contenus qui pourront être utiles pour votre travail de recherche. Également, nous avons des séminaires que nous organisons. C'est vrai que de moins en moins, on le fait en présentiel. Par exemple, un des séminaires qu'on a organisé il y a quelques années sur l'initiation à la recherche. Là, c'était pour les gens en master, en thèse, etc., dans le même objectif. Autre élément, c'est notre plateforme de formation en ligne. Par exemple, là, vous avez, ça, c'est juste une image. L'adresse, c'est ça ici, formation.bml-africa.com. C'est ça l'adresse du site. Bon, c'est vrai que c'est des formations pour lesquelles il faut être inscrit pour pouvoir accéder, mais l'idée, c'est juste de dire nos formations sont préconçues, sont préenregistrées et sont disponibles pour permettre à chacun de pouvoir regarder en temps voulu ou en temps possible. Par exemple, sur l'analyse des données et d'autres éléments de ce genre auxquels j'ai eu à faire allusion avant. Autre chose que nous avons, c'est une plateforme de suivi personnalisé, de suivi individualisé pour chaque personne
qui veut être accompagné dans son processus. Voilà, une plateforme où vous pouvez demander un service, mettre votre protocole, il y a un moniteur qui va corriger, qui va vous le renvoyer. Bref, c'est pour le suivi individuel. Et voilà, on pourra vous dire comment y accéder aux besoins. Et on a une équipe, là, c'est les images de quelques collaborateurs avec qui nous travaillons, moi-même, d'autres aussi, qui sont pour la plupart des personnes avec qui nous avons travaillé, qui ont appris ces choses et qui aujourd'hui sont capables de les appliquer et même de les retransmettre à d'autres personnes, qui sont tous des Camerounais, des gens de notre secteur, qui ont pris ce chemin, qui ont pris ce risque et qui arrivent donc à pouvoir l'utiliser. Et il y a d'autres activités que nous organisons. J'ai parlé de suivi personnalisé, des awards que nous remettons pour primer, des cafés scientifiques, la possibilité de faire carrière dans la recherche, etc. et etc. Et je vais parler de quelques formations que nous avons pour clôturer dans cette session de ce soir. Il y a ici, par exemple, la formation à la méthodologie de la recherche, qui est préenregistrée, avec les 5 premiers modules qui sont disponibles sur YouTube. Choix du sujet, rédiger l'introduction, revue de littérature, recherche documentaire, avec l'application, et les autres qui sont disponibles après inscription. Principe de Vancouver, utilisation de Zotero, les types d'études, population d'études, taille d'échantillon, comment calculer, comment faire un questionnaire, comment mettre en page son document, etc. Tout ça sont des modules que nous avons préparés et qui vous permettent de passer dans le processus de la méthodologie de la recherche. Une autre formation que nous avons, c'est celui sur la rédaction d'articles scientifiques. Et ça, c'est la dernière formation que nous avons enregistrée, qui est aussi disponible sur notre plateforme. Ça va vraiment du début de l'idée de la rédaction jusqu'à la parution de notre article sur un journal. Les étapes de la publication, les principes de base de la rédaction scientifique. Après, on rentre maintenant dans chaque partie. Comment on fait l'introduction? Déjà, on commence par résultats et méthodes, introduction, méthodologie, références, etc. Et après, maintenant, comment est-ce qu'on choisit un journal? Comment est-ce qu'on lit les recommandations aux auteurs? Comment est-ce qu'on prépare sa soumission? Et même avec des exemples sur, on soumet un article en live, on voit les réponses, comment est-ce qu'on répond au lecteur, jusqu'à la révision et jusqu'à la publication de cet article-là. Également, d'autres formations plutôt sur le traitement des données, donc sur le masque de saisie avec CS Pro, comment est-ce qu'on conçoit un masque de saisie pour entrer ces données. Et également, comment on fait l'analyse, surtout avec le logiciel R, parce que c'est ça que nous voulons mettre en avant maintenant. Voilà, les différents éléments, traitement des données, transformation, statistique descriptive, études d'association, etc. pour l'analyse des données avec R. Et donc, vous avez ici nos différents contacts, numéro de téléphone, WhatsApp, appel, adresse email, notre site Internet, la page YouTube, la page Facebook, etc., où nous essayons justement de mettre ces ressources à disposition pour améliorer la qualité de la recherche dans notre contexte. Et pour finir, je vous remercie avec cette citation qui m'est très chère, qui dit « Mener une recherche sans maîtriser la méthode, c'est aussi grave que poser un acte médical ou même chirurgical qu'on n'a jamais appris dans un contexte où il existe des spécialistes qualifiés pour poser cet acte. C'est comme l'aide-soignant qui va à Bonas faire une césarienne alors qu'il est à un taxi du CHU où on a des experts en gynécologie et en chirurgie obstétricale. Donc, faisons l'effort d'apprendre, de maîtriser ce que nous faisons et à la fin, de pouvoir l'exprimer de manière cohérente et correcte. Voilà, merci. Merci.